Bonjour à tous. Je laisse les derniers s'installer rapidement. Et on va démarrer donc cette table ronde intitulée L'agriculture à l'heure de l'urgence écologique. On est ensemble pour 50 minutes. On aura donc 40 minutes d'échange avec nos intervenantes et puis 10 minutes de questions-réponses avec vous, public. Donc moi, rapidement, je me présente. Je suis Fanny Cosnard. Je suis consultante et formatrice sur les sujets de RSE. Et donc, je suis ravie d'animer cette table ronde. Aujourd'hui, pour parler de ces sujets, donc, j'accueille Laurence Lignot de la Chambre d'agriculture, qui est en chargée de mission climat et carbone. Bonjour Laurence. J'accueille également Camille Flette, qui est agricultrice et en l'occurrence maraîchère dans une ferme bio dans le Morbihan. Bonjour Camille. Et puis Edith Lecadre, qui est enseignante-chercheuse à l'Institut d'Agro, à Rennes là en l'occurrence, sur les sujets de l'agroécologie. Avant de leur passer la parole, je voulais simplement introduire cette table ronde et rappeler quelques enjeux qui sont de taille et aussi introduire le fait qu'ils sont nombreux et qu'on n'aura certainement pas le temps de parler de tout. Dire que l'agriculture aujourd'hui, c'est à peu près 3% des actifs, alors que c'était un secteur en tout cas aussi beaucoup plus représenté par le passé. Et c'est un secteur aujourd'hui qui peine à se renouveler et à attirer les nouvelles générations pour la reprise de ces entités agricoles diverses. L'agriculture, ça répond à un besoin, on va dire, essentiel de nourrir le monde. Mais aujourd'hui, c'est le nourrir de manière saine, à la fois pour nous, pour la santé humaine, mais aussi pour la santé de notre environnement. Et de manière durable, toujours avec cette notion de pour aujourd'hui et pour demain, et donc sur les différentes générations. Tout ça avec une population qui, pour l'instant, croît toujours, et en plus une évolution des systèmes, des régimes alimentaires qui sont toujours, en tout cas pour l'instant, plutôt mixtes, même si aujourd'hui on a une petite stabilité, en tout cas en France, sur la consommation de viande, enfin sur l'évolution en tout cas de la consommation de viande. Et tout ça, il faut produire sur une surface qui est disponible. Et la surface disponible sur on va dire la croûte terrestre, c'est à peu près 40% des surfaces qui sont disponibles pour l'agriculture. Sachant qu'en plus, on a aujourd'hui aussi des questions sur la compétition de ces surfaces entre l'alimentation, mais aussi les biocarburants, les biomatériaux, etc. Donc c'est des questions qui se posent. Et enfin, l'agriculture, c'est un secteur qui est basé sur le vivant. Et donc forcément, on y retrouve aussi tous les grands enjeux écologiques actuels de cette crise écologique. Donc à savoir bien sûr une contribution au réchauffement climatique, enfin au changement climatique, avec 20% des gaz à effet de serre en France qui sont liés à l'agriculture, et régulièrement quand on parle de la fourche et la fourchette, plutôt un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est un secteur qui est à la fois contributeur, mais également qui est le premier souvent touché par les effets du changement climatique et qui sont visibles déjà aujourd'hui. Également, bien sûr, touché directement par la perte de biodiversité, que ce soit à l'intérieur des systèmes cultivés, mais aussi intra-espèces, interespèces, et donc du système cultivé ou des systèmes naturels qui participent à la régulation de ces écosystèmes. Et puis, également la question derrière aussi sur la partie, on va dire, usage et consommation de tout ce qui est perte et gaspillage, on va dire. Donc aujourd'hui, voilà, de nombreux enjeux. Encore une fois, le sujet est vaste et donc on va y répondre en tout cas à certaines questions avec nos intervenantes aujourd'hui sur cette table ronde. Et puis vous aurez donc la parole tout à l'heure.
Pour démarrer et puis pour vous aider les unes les autres aussi à vous présenter, la première question, ce serait voilà, de quand un peu date votre engagement professionnel sur ces enjeux et donc quelles sont aujourd'hui vos missions et puis le cas échéant, comment a évolué vos métiers si ça fait un moment que vous le réalisez, du coup, voilà, avec cette accentuation, on va dire, de ces enjeux, est-ce qu'il a évolué? Qui veut répondre? Laurence? Allez. Regarde toutes. Donc, bonjour à tous. L'engagement sur ce sujet-là, pour moi, il remonte assez à longtemps. Je dois être la doyenne de la table ronde, sûrement. En fait, j'ai eu une appétence très très jeune pour les questions du vivant et pour essayer de comprendre comment tout était lié dans le vivant, comment tout faisait écosystème, en fait. Donc, ça m'a conduit vers des études d'agronomie. Donc, je suis ingénieure agronome. Et depuis que j'ai ce petit diplôme-là, eh bien, en fait, j'ai travaillé pendant 5 ans sur tout ce qui était conservation des sols dans un bureau d'études, dans une région qui était soumise à l'érosion des sols, aux inondations, et voilà. Et ensuite, je suis arrivée en Bretagne pour travailler donc pendant 11 ans dans le cadre du programme Bretagne eau pure, qui était le programme de restauration de la qualité des eaux en Bretagne, donc pour coordonner les actions agricoles dans le cadre de ce programme. Et puis, depuis 2008, maintenant, je suis sur des missions qui n'arrêtent pas d'évoluer. C'est-à-dire, j'ai mis le pied à l'étrier sur la question de l'énergie en agriculture. Et puis, cette question de l'énergie en agriculture, elle m'a amenée sur les émissions de gaz à effet de serre, le carbone, les bilans carbone. Et puis, maintenant, de plus en plus sur les questions de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Voilà, donc pas de quoi se lasser. Des sujets que je continue à creuser et à explorer avec beaucoup d'intérêt. Voilà pour mon parcours personnel. Par rapport à l'évolution de mon métier, il a commencé sans ordinateur. On faisait les cartes à la main à l'époque. Si le client demandait 5 cartes, on passait 5 soirées coloriage à refaire nos cartes. Donc le métier a beaucoup, beaucoup évolué. Et je pense que dans ces évolutions-là, ce qui m'inquiète par moment et ce qu'il faut qu'on arrive tous à trouver, notamment quand on s'intéresse aux questions de toutes ces transitions nécessaires pour notre environnement, c'est de toujours garder le temps de la réflexion, même dans un monde qui va vite. On est face à une situation où il faut qu'on fasse les bons choix, où il faut qu'on soit bon. Ne nous laissons pas embarquer dans l'instantané et la rapidité qui sont permis par ces outils avec lesquels on travaille. Prenons le temps du recul et de la réflexion. C'est hyper important. On n'a pas le temps de recommencer plusieurs fois avant de faire le bon choix. Merci. Camille? Je vais prendre la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Camille. Je suis maraîchère en bio dans une ferme à côté de Kervignac, à côté de Lorient, à Kervignac. Je ne pense pas que vous connaissiez tous Kervignac. Je suis chef d'exploitation, comme on dit, avec 2 associés, Léo et Julie, qui sont toutes les 2 ingénieurs agronomes. Et on a repris une ferme qui existait déjà en bio depuis 17 ans. On l'a reprise il y a 3 ans. Et voilà, donc on produit des légumes et on vend principalement en AMAP. Du coup, je ne suis pas née paysanne, je le suis devenue. Je suis à la base diplômée de Sciences Po et j'ai travaillé 6 ans dans les politiques de l'habitat. Et je pense qu'il s'est passé la crise de la trentaine, mais aussi évidemment l'urgence climatique qui était là. Et en fait, je me suis dit, j'étais déjà dans une recherche de quête de sens dans mon travail. C'est pour ça que j'avais choisi de travailler dans le logement social, dans les politiques sociales. Mais je me suis tournée vers un deuxième besoin vital des humains. Après le logement, c'était l'alimentation. Et j'avais un besoin d'agir concrètement sur la question du dérèglement climatique pour me sentir moins démunie face à ce qui se passait. Donc en 2017, j'ai quitté mon travail et j'ai fait un BPREA, une formation en maraîchage bio. Voilà, j'ai fait 1 an de salariat et ensuite j'ai rencontré mes associés et on s'est installés. Voilà, donc moi je vais
aujourd'hui juste pouvoir témoigner de la situation sur la ferme, sur les questions d'urgence climatique. Mais je voulais quand même dire ici que je ne regrettais pas du tout mon choix, que c'est évidemment pas simple de faire une reconversion, de changer complètement de milieu professionnel, de devoir découvrir une nouvelle culture, etc. C'est le cas de le dire. Mais ça a été un enrichissement très grand de rencontrer de nouvelles personnes, de changer de secteur. Toute cette quête de sens aussi, je pense, c'est aussi apaisé en étant dans ce métier qui est très physique. Donc, en fait, on est quand même assez épuisé, ce qui apaise le cerveau, qui a moins d'énergie pour pouvoir turbiner. Donc, en tout cas, sur des questions existentielles. Donc voilà, juste pour clore la présentation, pour dire que c'est un choix que je ne regrette pas, cette reconversion. Merci beaucoup, Camille, pour ce témoignage. Edith ? Alors moi, j'ai toujours voulu faire de la recherche, ça a été évident. Donc ça fait un peu bizarre parce que ça fait un peu destin, mais ça n'a jamais été une question. En fait, je voulais toujours voulu faire de la recherche. Donc, alors moi, je suis universitaire de formation, parcours très fondamental en physiologie. Ensuite, j'ai fait en fait, en recherche, on a souvent des parcours qui sont très disciplinaires et on reste dans notre discipline. Moi, j'ai jamais fait ça. En fait, après, moi, alors ça s'appelait des maîtrises ou des DEA, donc c'est vos Master 2. Je suis allée en agronomie. Ensuite, finalement, ça m'a pas trop plu. Je suis passée en bioclimatologie. Ma thèse était financée par une industrie des engrais. J'ai été recrutée immédiatement après ma thèse, qui est assez exceptionnelle d'être recrutée juste après une thèse. J'ai connu à peine 15 jours de chômage dans l'entreprise qui était concurrente, en fait. Et je gagnais très, très bien ma vie, avec des bonnes responsabilités. Seulement, en fait, j'avais accepté ce travail parce que j'avais peur d'aller dans le milieu de la recherche quand c'est très compétitif, il faut faire des post-docs. Donc ça m'effrayait un petit peu, donc j'avais choisi ce travail. Mais au final, au bout de quelques temps, apprendre me manquait. En fait, j'avais besoin de continuer à apprendre, à découvrir des choses. Donc en fait, finalement, j'ai quitté mon emploi d'ingénieur R&D. Et j'étais responsable production végétale. Et j'ai postulé à un concours d'enseignants-chercheurs et je suis arrivée à Montpellier. Je devais faire de la géochimie, donc en fait très en lien avec la fertilisation. Et puis quand on est à Montpellier, en fait, il y a beaucoup d'organismes de recherche comme le CIRAD ou l'IRD qui nous donnent une fenêtre vers l'agriculture africaine, avec l'agriculture dans les pays du Sud. Et là, j'ai découvert l'agroécologie et qu'on pouvait finalement arriver à des niveaux de production qui étaient sans pesticides, sans engrais. Et donc, progressivement, j'ai incorporé l'écologie dans mes objets de recherche, dans mes approches. J'ai incorporé de nouvelles théories. Et puis, je me suis posé la question de, finalement, c'est assez simple de faire de l'agroécologie dans ces endroits-là, parce que c'est souvent de l'agroécologie par défaut. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, donc on fait de l'agroécologie. Et je me suis dit que pour faire sens, il fallait que j'aille ailleurs, là où l'agroécologie n'est pas si évidente. Donc en fait, j'ai bougé, je suis arrivée en Bretagne. Et je m'y plais bien. C'est intéressant, c'est dynamique. Alors, une prise de conscience sur le changement climatique. Je suis partie en sabbatique pendant quelques mois aux États-Unis parce que j'étais à un moment où je ne savais plus comment prendre les choses en main. On parle d'anxiété climatique, mais quand on travaille en recherche et qu'on travaille sur le changement climatique, les phénomènes climatiques extrêmes, on est aussi anxieux parce qu'on sait les choses et on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc, en fait, je ne savais plus comment faire et je suis allée aux États-Unis discuter avec des gens et qui se posent exactement les mêmes questions. Et finalement, maintenant, j'intègre plus, qui vont répondre à ta question sur comment on évolue. Et maintenant, j'intègre plus des aspects politiques, voire artistiques. Ça m'intéresse pour savoir finalement
comment on peut développer la créativité, comment on peut développer l'innovation, parce que face à des systèmes agroécologiques complexes, connectés, enfin on n'est pas indépendant de la nature, comment est-ce que l'on peut faire pour évoluer ensemble et réinventer notre relation à la nature? Merci beaucoup. Et ça fait une bonne transition avec aussi la question suivante, qui sont effectivement, quelles sont pour vous les pratiques agricoles qui doivent se développer ou qui font en tout cas partie de la solution dans ces systèmes un peu aussi complexes dont on est conscient, de la complexité en tout cas du secteur. Et donc, quelles sont pour vous les pratiques agricoles qui doivent se développer, les solutions? Pour moi, il n'y a pas une pratique, c'est un panel de solutions qu'on doit adapter au cas par cas. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que finalement, on part d'une approche qui était très prescriptive, où en fait, on disait, il y a un problème, il faut faire ça, c'est simple. Là, dès lors que l'on veut en fait développer une agroécologie, parce que c'est ça qui va nous permettre d'affronter demain, en se basant sur la biodiversité et tout ce que la biodiversité peut nous renvoyer pour nous adapter, pour nous projeter sur le pas de temps long. Donc c'est plein de pratiques. Ça peut aller des cultures associées à l'agroforesterie, aux rotations longues. Enfin, il n'y a pas une solution miracle, ça c'est certain. Moi, je rejoins ça, c'est une question avec des réponses très complexes. Je pense que l'agriculteur, il a une place privilégiée, s'il y en a que ça tente pour faire ce métier-là. Il est en contact direct avec la nature, à travers le sol, à travers la plante, à travers les animaux, s'il a des animaux. Voilà. Donc c'est le premier vigile, quelque part, je dirais, de la nature et de l'état des écosystèmes. D'autant plus s'il a cette sensibilité, s'il est vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le territoire dont il a la charge. C'est aussi un métier où finalement on a un pouvoir fort sur un petit bout du territoire. Alors on ne va pas changer le monde entier, mais on a un territoire dans les mains et on en fait quelque chose comme on le souhaite finalement. Et donc dans ce sens-là, c'est très très intéressant. Et puis chaque agriculteur a des marges de manœuvre à sa porte, je dirais, quel que soit le système dans lequel il est, d'où il parte. La prise de conscience sur l'impact qu'on a sur les écosystèmes, c'est quelque chose de progressif. C'est comme chacun dans notre vie, en fait. Je pense que notre impact sur l'environnement, on fait des prises de conscience assez progressive. On va explorer le sujet de son habillement, puis après on va penser à son alimentation, puis après on va penser à comment on se transporte, mais on ne change pas tout d'un coup. Et je pense que c'est pareil pour les agriculteurs, c'est un parcours. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner des parcours d'agriculteurs, de les prendre là où ils sont et d'essayer de les amener peut-être d'abord à faire un bilan carbone, si je parle des questions climat qui sont beaucoup ressorties aujourd'hui, faire un bilan carbone, à partir de ça, de voir où il en est qu'il est dans le rouge, dans le vert, sur différentes pratiques, et puis à partir de ça, d'essayer de se faire une feuille de route, et cette feuille de route, d'essayer de la suivre en allant mobiliser de la formation, du conseil, de l'échange avec d'autres agriculteurs, de l'observation, tout un tas de choses. Il y a tout un parcours à étoffer, et puis d'essayer d'aller jusqu'à ce que ce parcours il trouve son modèle économique. Et là, c'est pas toujours simple. Voilà. Donc, les modèles économiques, des fois, pour permettre que des parcours vertueux rentrent dans le cadre d'une entreprise, ils n'existent pas toujours. Donc, c'est aussi à nous, qui encadrons l'agriculture, de se battre un peu pour créer ces nouveaux modèles économiques. Merci beaucoup. Ouais, sur cette question des pratiques agricoles, je peux peut-être parler de nous, comment on fait sur la ferme. En fait, donc c'est une petite ferme qui fait 3 hectares. On cultive cette année entre 7000 m² et 1 hectare pour faire vivre 3 personnes, parce que c'est une ferme dont on vit, on arrive à se tirer un salaire. Ça, c'est important aussi quand on parle de modèle économique et d'agriculture, parce que c'est pas toujours le cas, voire majoritairement pas le cas, de pouvoir vraiment vivre de son activité agricole. Quand j'ai fait ma reconversion, pour moi, ça a été une évidence d'aller vers le bio. C'est pas comment dire.
ça reste de l'exploitation agricole, hein, donc on n'est pas dans une relation harmonieuse avec la nature. En fait, on ne fait que la combattre quand on désherbe. Enfin voilà, on n'est pas dans une harmonie parfaite avec l'environnement. Mais pour moi, c'est l'agriculture la moins nocive possible qui existe aujourd'hui en termes de labels et qui puisse exister. Donc ça a été vraiment un choix de notre part à toutes les trois de reprendre une ferme en bio. Et ce qui est important dans notre modèle, à savoir, c'est que c'est du circuit court, notre vente, et qu'on s'inscrit dans une mouvance d'agriculture paysanne qui est locale et qui est diversifiée. Je pense que c'est important aussi de dire que quand on fait de la monoculture, quand il n'y a que de la monoculture dans les champs, c'est aussi un frein à la biodiversité. Et c'est un modèle d'agriculture qui va pas être pérenne. Voilà. Et par rapport à notre modèle, le modèle d'agriculture qu'on défend, une agriculture paysanne bio, c'est aussi l'idée qu'elle est très créatrice d'emplois, parce qu'on est 3 à travailler sur 1 hectare. Et ce qu'on veut vraiment défendre, c'est que c'est une agriculture qui est tournée vers l'intérêt général et qui est ancrée territorialement. Et qu'aujourd'hui, le modèle agricole dominant, il est quand même tourné vers les intérêts économiques, souvent pour l'exportation et le productivisme. Et ces intérêts-là supplantent les intérêts de défense de la santé, de l'environnement et des citoyens et des agriculteurs. Et que quand on parle d'urgence climatique, je pense qu'on parle aussi de social, de santé, d'environnement. Et ça, c'est des notions qui sont, je pense, très importantes quand on parle de pratiques agricoles, de penser aussi à la santé des agriculteurs et à la santé des sols. Voilà. Et évidemment, il faut aussi que ces pratiques agricoles soient porteuses de justice sociale. Donc nous, on défend aussi que l'accès à l'alimentation soit possible à tous. L'alimentation bio, on sait qu'on est en une période de grosse inflation, que la consommation en bio chute énormément. Et nous, avec nos circuits courts, en fait, on permet quand même aussi à nos amapiens déjà, on n'a pas augmenté les prix. On n'est pas dans une inflation. Mais et aussi d'avoir des prix où il n'y a pas de marge de la grande distribution. Voilà, donc là, je me suis un peu écartée de la question des pratiques agricoles, mais je voulais parler aussi du modèle agricole global et qu'est-ce qui est pérenne et durable pour notre agriculture aujourd'hui. Oui, et puis à mon sens. Effectivement, et puis pour mettre aussi en place de nouvelles pratiques, il faut avoir du temps, se former. Donc l'aspect aussi de l'accès, de la charge de travail, de la charge physique, la charge mentale. Enfin voilà, ça fait aussi quand même beaucoup de choses à gérer et à rendre de nouveau disponible pour justement enclencher des changements, ce qui n'est pas toujours simple quand effectivement on travaille au champ ou ailleurs ou à la ferme en tout cas toute la journée. Donc c'est aussi comment prendre du recul sur ces pratiques, prendre le temps de la digestion peut-être d'un fonctionnement ou d'un dysfonctionnement ou en tout cas d'un fonctionnement qui peut évoluer et du coup comment ça peut aussi progresser quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça progresse? Est-ce que les agriculteurs, quels sont aujourd'hui finalement les lieux finalement aussi où les agriculteurs peuvent venir trouver l'information, trouver de la formation? Vous parlez tout à l'heure du parcours, donc effectivement auprès de la Chambre d'agriculture, mais voilà, comment un peu sur le terrain ils peuvent s'organiser? Quel type d'organisation peut fonctionner pour avancer et avancer vite aussi au vu de ce degré d'urgence? En fait, les agriculteurs se forment et se renseignent par plein de canaux différents. Et les canaux informels, entre voisins, par échange de pratiques, et puis auprès de leurs conseillers, notamment les chambres d'agriculture ou les instituts techniques ou voilà, d'autres centres d'information, mais aussi beaucoup par Internet. Donc en fait, l'information, elle est captée par plein de manières différentes.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que quelque part, derrière, c'est une dynamique en fait. C'est une dynamique qui s'enclenche. Et en fait, au sein d'un petit territoire, on peut avoir une coexistence de plein de modèles agricoles, des modèles conventionnels, productivistes, avec des degrés qui sont très différents. Quand on parle de conventionnel, c'est pas forcément ceux qui vont polluer le plus. Il y a vraiment plein de... Voilà, c'est très compliqué. Enfin, c'est vraiment très complexe et très divers. Et puis après, en fait, en ayant en fait quelques, on va dire appeler ça quelques niches en fait, où des gens vont faire autrement. En fait, vont expérimenter, vont essayer de faire. Et puis ça va marcher. Et ça va marcher, donc on va en discuter. Et de là, en fait, si ces initiatives se multiplient, eh bien, on parlait du régime dominant qui est très compliqué en fait à faire bifurquer parce que tout est intrinsèquement lié, c'est un système qui est très rigide. Et donc en fait, avec ces petites niches, eh bien, en fait, on peut essayer de faire bouger le système qui domine. Mais c'est vrai que l'accès à l'information et à la bonne information, ça, c'est quelque chose qui est vital, ainsi que tous les réseaux informels d'échange. Camille, vous voulez compléter quelles sont un peu les possibilités, effectivement, de lieux, de rencontres, de coopération? La coopération entre agriculteurs, c'est effectivement au niveau d'un territoire. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut toquer à la porte de son voisin ou plutôt dans des réseaux, fédérations? Enfin, comment ça se passe un peu sur le terrain? Comment ça s'organise? Nous, à notre échelle, en fait, on est très intégrés dans le réseau bio. On remarque que les réseaux agricoles s'entremêlent pas trop, si ce n'est justement au niveau des relations de voisinage, où là, par exemple, notre voisin n'est pas en bio, mais est déjà venu désembourber notre tracteur parce que le sien est beaucoup plus gros, par exemple. Après, en termes de formation, surtout les enjeux de climat ou pratiques agricoles, etc. On a tous la Chambre d'agriculture propose plein de formations, le GAB, le groupement des agriculteurs bio. Enfin, il y a une multitude d'acteurs. Et en fait, en tant qu'agriculteur, on a 2 000 € par an de fonds de formation, donc ce qui est quand même énorme, et qu'on peut, dans l'offre de formation, bien sûr, dédié, mais voilà, si on peut prendre le temps de quitter son exploitation, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, évidemment, et si on a encore la curiosité et l'envie, parce que je pense qu'il y a un moment où je pense qu'il y a probablement des personnes qui ont la tête dans le guidon et qui n'ont pas les moyens, les ressources internes, et ils n'ont pas les moyens de quitter leur exploitation pour pouvoir aller se former. Nous, c'est l'intérêt aussi de l'association. On est 3, et aussi l'intérêt du maraîchage où c'est très saisonnier. Du coup, l'hiver, le rythme de travail est quand même moins lourd, ce qui nous ouvre des moments d'échange. Et pour compléter, on fait partie d'un groupe de travail qui a été monté par le GAB, un groupe de travail micro-ferme, dont l'objectif était d'explorer la viabilité de ce type de ferme. Donc micro-ferme, ça veut à peu près dire moins de 5000 m² par personne, par UTH. Et un des sujets qu'on a voulu explorer dans ce groupe de travail, c'était justement l'adaptation face au changement climatique. Donc on a mis en place un programme de formation, mais ça peut être une formation sur les engrais verts, c'est pas forcément des innovations folles, mais c'est déjà améliorer nos pratiques au quotidien avec l'échange et des personnes qui venaient, par exemple, de Mayenne ou des agriculteurs qui avaient déjà mis en place des choses intéressantes et qui fonctionnaient chez eux. Merci. Oui, effectivement, nous aussi, on propose de la formation aux agriculteurs, du conseil. Et puis, les agriculteurs progressent aussi en participant à des groupes de développement où ils échangent entre eux avec l'appui de conseillers. Par contre, je dirais, on ne capte pas tous les agriculteurs. Je dirais, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'arrivent pas à se libérer pour prendre ce recul-là ou qui n'ont pas d'appétence pour
aller. Enfin, je pense que c'est un peu pareil dans tous les métiers. Hein. Soit qu'on s'assoit sur sa compétence et puis on fonctionne un peu par habitude et on répète les choses. Soit qu'on est dans une dynamique de progrès où on va chercher des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Et c'est pas les mêmes profils. Et c'est vrai que c'est une grande question pour nous. Comment réussir à toucher une profession sur ces questions de transition, notamment par rapport au climat, où l'ensemble de la population n'est pas, même si tous observent des impacts sur leur exploitation. Oui, j'allais dire, effectivement, ça, de plus en plus, ils le vivent. Ils l'observent, et depuis ces dernières années, c'est flagrant. Mais de là à passer du temps pour aller se former sur la réduction des gaz à effet de serre ou l'adaptation de son système au changement climatique, c'est pas facile. Et c'est vraiment une question, comment on peut aider cette profession à se libérer de l'astreinte du travail quotidien pour prendre du temps, pour prendre du recul et essayer d'intégrer des nouveaux éléments, parce que des nouveaux éléments, avec tous les changements autour de nous, il y en a tout le temps. On est dans des situations où les jeunes agriculteurs qui s'installent maintenant vont devoir évoluer pendant toute leur carrière parce que le contexte évolue. Voilà. Et donc je pense que l'accompagnement et la formation, c'est quelque chose d'important, mais on a du mal à mobiliser quand même là-dessus. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis. En fait, là, maintenant, s'ouvre une période de très forte incertitude climatique. Et donc, en fait, tout ce qu'on était habitué à utiliser, les outils d'aide à la décision, les modèles, etc., ils ne sont pas prêts, en fait, à répondre à ces incertitudes. Un phénomène climatique extrême, on n'arrive pas à le prédire encore. On ne sait pas s'il va pleuvoir intensément dans un mois ou deux. Enfin, c'est trop compliqué à prédire. Donc, en fait, cette question de la formation, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut que l'on arrive, en fait, à développer les processus cognitifs, notamment d'observation, notamment basés sur la nature, sur observer les changements qui peuvent se produire, que d'autres sociétés qui ont gardé ce lien avec la nature, on l'utilise mieux. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut détecter finalement des signaux faibles qui nous permettent de dire « Ah voilà, attention, ça va arriver, donc je réagis, je suis dans l'anticipation et pas dans la réaction ». Et ça suppose en fait de se former, de mieux reconnecter et puis d'envisager un lien, de notre place en fait finalement dans cet écosystème comme une espèce parmi une autre, mais qui va interagir. Et ça, c'est vraiment, je dirais que pour moi, l'enjeu, il est là, en fait. Même si on a... Alors, c'est pas de mettre à la poubelle toutes ces technologies qui aident à la décision, qui facilitent, qui donnent des informations, mais l'addiction aux nouvelles technologies, ou c'est quelque part ce repli ou cette assurance que finalement on va réussir à s'adapter, on va réussir à comprendre, non, en fait, il va falloir que l'on repense par nous-mêmes et qu'on puisse observer et mieux réagir. Et je trouve ce qu'il y a de nouveau aussi, notamment dans les métiers du conseil, mais globalement, c'est qu'on est face à un phénomène qui est rapide quand même, qu'on n'a jamais vécu, et qu'on soit chercheur, qu'on soit développeur ou qu'on soit agriculteur, je dirais, on est pratiquement tous en train d'avancer en même temps. On ne peut pas attendre que les chercheurs aient fini leur travail qui va durer 20 ans pour avoir des réponses qu'on va vulgariser pour les mettre en œuvre après. Non, c'est tout le monde en même temps, et ça, c'est un peu nouveau aussi dans l'évolution en face de laquelle on est. C'est nouveau, ça demande beaucoup d'humilité, d'agilité et d'être capable de chercher ensemble et de coopérer. Je crois que la coopération, elle est vraiment un facteur de résilience par rapport aux évolutions qu'on a autour de nous. C'est quelque chose de très important. On avance tous ensemble. Et puis, anticiper aussi, ça c'est très important. Je vois notamment sur l'adaptation au changement climatique, notamment maraîchage, on voit qu'il y a des agriculteurs qui sont demandeurs pour essayer d'imaginer tout ce qui peut se passer. Une sécheresse, un coup de gel, parce qu'on a beaucoup de variabilité climatique qui arrive, d'imaginer tout ce qui est possible pour se faire des arbres décisionnels et pouvoir, quand on est dans la situation un peu stressante d'un aléa climatique, avoir anticipé, avoir pensé aux choix possibles et les faire le plus vite possible.
Notamment, ça être prêt finalement. Quel est le choix d'envisager les différents scénarios, quoi. Oui, c'est ça. Quelle est la culture que je vais sauver et je vais en laisser crever une parce que c'est pas possible d'apporter de l'eau à tout le monde, par exemple. Ça, il faut avoir anticipé, il faut avoir fait ses calculs avant pour être capable de prendre la bonne décision. Alors, forcément, ces métiers-là, qui sont en lien direct avec la nature, sont des métiers où le risque va augmenter. Ça peut faire peur à la jeune génération. Et on a le problème du renouvellement des chefs d'exploitation dans les années à venir. Je pense que le risque climatique est un des facteurs, c'est pas le seul, il y a aussi le temps de travail et tout ça, mais est un des facteurs qui peut inquiéter par rapport à l'entrée dans ces métiers-là. Mais je dirais, là, il faut tous ensemble soutenir un peu les agriculteurs par rapport à cette part de responsabilité qu'ils ont. Et je pense qu'il faut arrêter de s'opposer les uns les autres et qu'il faut, plutôt que d'être contre certains systèmes, certains choix et tout ça, il faut plutôt être aidant pour accompagner une profession qui va finalement prendre le risque demain de nous nourrir sans être sûr d'en tirer du revenu tous les ans. Comme je disais, effectivement, ça représente 3% des actifs, 2% du PIB, et pourtant les 98 en dépendent aussi, puisque c'est vrai que sans agriculture, sans alimentation, le reste n'est pas viable non plus, effectivement. Je vais mettre un peu le bazar dans ton programme de questions, mais je voudrais. Ce qu'a dit Laurence est vraiment crucial. C'est-à-dire que on sait qu'avoir plus de diversité végétale ou animale, c'est ça la clé. Parce que à cette diversité que l'agriculteur, l'agricultrice va choisir, on appelle ça la diversité planifiée, va permettre le développement d'une autre diversité qu'on appelle la diversité associée. Et ces deux types de diversité vont permettre de délivrer de maintenir beaucoup de fonctions écologiques qui soutiennent les services dont on va pouvoir tirer profit, les services écosystémiques. Mais pour qu'il y ait de la diversité, il faut des agriculteurs. Donc en fait, si on a une diminution du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices, on va aller en gros vers une uniformisation. Parce que le peu d'agriculteurs, leur travail va être important et donc on va être obligé de continuer la mécanisation, de simplifier. Donc en fait, ce renouvellement des générations, cette attractivité vers l'agriculture, de travailler avec le vivant, il est essentiel. Donc que Camille soit là avec nous, c'est extrêmement important de montrer en fait que ça a du sens de travailler en agriculture et que c'est vraiment quelque chose qui peut être valorisé et que l'on doit soutenir de manière vraiment intense et privilégiée. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais je rebondirais sur ce que vous avez dit sur, en effet, le rôle en fait, des consommatrices et des consommateurs sur le soutien aux paysans, que c'est peut-être un des rares secteurs où au quotidien on peut avoir un impact, et donc on oppose souvent les petits gestes et ce que doivent faire les grandes entreprises, etc. Mais là, concrètement, l'action de chacune et chacun au quotidien sur comment on mange, ça a un impact direct sur quelle agriculture vous financez. Bon, il ne faut pas opposer, mais disons que quelle agriculture vous aidez et comment on fait aussi solidarité au sein de la société avec les personnes qui nous nourrissent au quotidien. Ça a un vrai impact et c'est hyper important. Merci. Si je reprends mon fil, la question ensuite c'était face à ce degré un peu d'urgence où on voit d'ailleurs aussi justement l'évolution des métiers, l'agriculture est-elle un secteur résilient et qui peut justement s'adapter vite à des changements qui s'annoncent plutôt brutaux, ou en tout cas voilà, c'est quoi la facilité d'adaptation de l'agriculture? Est-ce qu'on peut en 5 ans, 10 ans changer complètement un système, ou lesquels? Quelle est votre vision des choses? Est-ce qu'on va pouvoir répondre facilement à tous ces enjeux? Je peux y répondre un peu sur ma spécialité qui est l'adaptation au changement climatique, par exemple. C'est pas simple encore la réponse. Le changement climatique, c'est un phénomène qui avance de façon graduelle, rapide.
c'est presque un séisme à l'échelle géologique, hein, pour prendre le mot d'aujourd'hui. Mais à l'échelle de nos vies, c'est quelque chose qui avance progressivement. Et en même temps, c'est une augmentation de la variabilité. Donc en fait, les agriculteurs, ils vont devoir réagir sur plusieurs pas de temps différents, à plusieurs niveaux différents. Donc il y a la réaction à un aléa donné, ça peut être la grêle, pof, cette année, hop. Donc ces aléas-là, eh bien, c'est des réactions immédiates qu'il faut avoir quand ça arrive. C'est aussi les prévoir. Par exemple, par rapport à l'aléa sécheresse, c'est avoir du stock de fourrage quand on a un troupeau à nourrir. C'est avoir de l'eau mise de côté. C'est tout ça, en fait. Bon, ça, c'est une façon de s'adapter qui demande de se donner les moyens de s'adapter, de prévoir pour être prêt le jour où voilà, ça, c'est compliqué. Ensuite, il y a un autre niveau d'adaptation, c'est quand on fait des investissements ou qu'on fait des choix sur du long terme. Par exemple, planter des arbres pour les bocagères ou en agroforesterie ou dans un verger. Un arbre, il va être là plusieurs dizaines d'années. Ça veut dire qu'on le plante maintenant, mais que dans 30 ans, il sera toujours là dans un autre climat. Et ça, c'est de l'anticipation et c'est très important quand on construit un bâtiment. Mais c'est pareil pour tous les secteurs d'activité. Tout ce qui est investissement long terme maintenant doit être évalué en fonction de est-ce qu'il sera encore adapté dans 20 ans, dans 30 ans, en fin de vie, en fait, ou au bout de sa vie, quoi. Et ça, c'est des réflexes maintenant à avoir partout, qu'on n'a pas encore forcément. Et il faut se doter des connaissances nécessaires, d'ailleurs, pour avoir un avis là-dessus. Et c'est pas forcément très simple. Et après, il y a cette évolution progressive, notamment des températures et tout ça. Alors l'agriculture, on travaille avec plein de pas de temps différents. Hein. Quand on fait de la viticulture, c'est plusieurs dizaines d'années quand on choisit un cépage, par exemple. Quand on construit un bâtiment, c'est aussi plusieurs dizaines d'années. Par contre, quand on sème une céréale, c'est pour la campagne en cours, c'est une décision qu'on prend de façon annuelle. Donc les agriculteurs sont pas inquiets trop sur les décisions qu'ils vont prendre chaque année. Parce que chaque année, ils peuvent la remettre en cause, changer de variété, changer de l'espèce qu'ils vont cultiver, ils peuvent évoluer chaque année. Par contre, là où l'inquiétude est là, c'est sur la réaction aux aléas climatiques qui nous arrivent, et c'est sur les décisions long terme qui doivent être des bonnes décisions bien éclairées maintenant. Voilà. Donc on a une capacité d'adaptation, oui, mais on est obligé de s'adapter, hein, sinon il va y avoir un problème. Merci. Des réactions ? En fait, moi, j'aime pas ce terme adaptation. Je le trouve trop faible par rapport aux enjeux qui sont là. En fait, moi, je préfère utiliser le terme transformation parce que transformation, ça veut dire changer de système quand celui actuel, il n'est pas tenable. Et de mon point de vue, actuellement, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Donc, en fait, il faut renverser la table, quoi. Et ça, alors, ça va. Comment on va faire ? Parce qu'on ne peut pas laisser des gens de côté qui, en fait, ont été mis dans une direction parce que derrière, il y a des emprunts, il y avait aussi une injonction, il faut quand même, le poids de l'histoire, il est là. Hein, dans les années 60, il fallait qu'on soit autonome au niveau alimentaire en France et en Europe. Donc en fait, on a mis des gens sur une direction, puis là maintenant, on leur dit il faut changer de braquet complètement. Donc oui, il faut changer de braquet, mais ça va être, c'est terrible ce qu'on va demander de faire aux gens, alors qu'il faut qu'on aille vers là. Donc moi je trouve qu'on doit parler de transformation, mais dès lors que l'on parle de transformation, c'est pas que sur les agriculteurs que ça doit reposer tout ça. On a parlé du rôle des consommateurs, mais j'ai envie de parler aussi du rôle des politiques. Enfin, le rôle d'un politique, c'est pas de réagir sur le court terme, c'est aussi d'envisager le temps long pour accompagner une société qui doit bifurquer, si on peut utiliser le mot qui a été utilisé il y a quelques temps, mais qui est quand même intéressant, ce mot. Et donc, moi, je pense que c'est de ça qu'on devrait parler actuellement plutôt que d'adaptation. Alors, parce que l'adaptation, derrière, c'est adaptation incrémentale, où on change des petites choses. Mais ça, en fait, finalement, on reste dans un système dominant et ce n'est pas celui-là qu'il faut que l'on garde. Donc est-ce que la question était, est-ce que l'agriculture, elle est résiliente ? Je dirais que l'agriculture qu'on a aujourd'hui, certaines formes, certains systèmes ne sont carrément pas résilients. Enfin, c'est pas vrai, il ne faut pas mentir. Mais que, par contre, il y a certaines formes d'agriculture
qui seront peut-être plus adaptés. Alors là, je me contredis peut-être, mais non, je me contredis pas du tout. Mais en tout cas, qui seront plus à même de pouvoir continuer à fournir une alimentation durable, de qualité et en quantité suffisante. Et c'est celle-là qu'il faut soutenir effectivement. Mais aider ceux qui ne sont pas encore dans ce type d'agriculture pour leur dire on ne vous laisse pas tomber, on sait que vous êtes là et on va vous aider. Donc en fait, c'est accepter qu'il y ait peut-être de temps en fait, de mettre en avant un certain type d'agriculture et aider ceux qui sont là, qui ont été mis dans une direction, à converger vers un autre type d'agriculture. Merci beaucoup. Il est à peu près à l'heure de passer aux questions-réponses, aux questions du public, pour pouvoir continuer à échanger sur ces sujets. Est-ce que donc on peut faire passer un micro dans la salle? Je vais donner mon micro et puis on va pouvoir vous le faire passer pour que vous puissiez questionner nos intervenants. Bonjour et merci pour ces interventions très intéressantes. Alors moi j'avais une question par rapport justement à cette urgence écologique et ce que je pourrais qualifier un petit peu de miroir aux alouettes en fait, mais bon je m'engage peut-être un petit peu trop. Qu'est-ce que vous pensez en fait de l'arrivée du numérique dans l'agriculture, que ce soit en élevage ou en culture? Alors moi, travaillant dans un grand institut de recherche en alimentation, agriculture et environnement, que je ne citerai pas, on voit effectivement partout dans les programmes de recherche maintenant se développer l'essor du numérique pour essayer de solutionner finalement tous les problèmes possibles et inimaginables, y compris le bien-être animal. Ça me laisse un petit peu dubitative et je voudrais avoir un petit peu votre sentiment là-dessus. Finalement, le numérique, bonne ou mauvaise solution? Désolée pour la patate chaude. Merci. Ça va pas, je pense, être un scoop. Pour moi, on n'utilise pas du tout le numérique, si ce n'est pour communiquer avec nos amapiens par mail. Je pense que c'est, pour notre modèle d'agriculture, ce petite surface en maraîchage diversifié, complètement inutile. Et je ne pense pas que ça aille du tout dans le bon sens en termes de... Enfin, je ne sais pas quels sont tous les développements numériques en question. J'imagine que la réponse doit être beaucoup plus complexe que ça. Mais je laisserai les autres intervenantes apporter de la nuance, j'imagine. Mais en fait, c'est encore derrière des extractions de ressources, encore l'utilisation de pétrole pour transporter ces outils. Alors que là, on parle vraiment d'autonomie alimentaire territoriale. En fait, il y a une urgence à ce que, au niveau territorial, on puisse se nourrir. Pour moi, c'est complètement en décalage avec les enjeux d'aujourd'hui. Mais voilà. Pour moi, en fait, les outils numériques, finalement, c'est une espèce de confiance que nos capacités technologiques seront à la hauteur des enjeux climatique et d'érosion de la biodiversité. En fait, c'est ça l'hypothèse qui est derrière. C'est-à-dire qu'on est tellement intelligent qu'on va toujours trouver un mécanisme, une techno qui va nous permettre de vaincre finalement la nature. Enfin, c'est un peu ça. Et puis, et derrière, je reprends ce que dit Camille, en fait, ces technologies, avant qu'elles ne soient matures, il faut un petit peu de temps aussi. Et est-ce qu'on a le temps? Pas forcément... je ne crois pas qu'on ait le temps. Après, certaines technologies, oui, elles sont basées sur des batteries, elles sont basées... Voilà, donc on revient, je ne reprends pas le commentaire. Ces technologies, pour qui seront-elles? Est-ce que ce sera pour tous les agriculteurs? Donc est-ce qu'on va aller vers une espèce d'équité vis-à-vis de ces technologies? Qui peut s'offrir telle ou telle technologie? Et puis après, je lance encore quelque chose, c'est que en fait,
à qui appartiendra les données, en fait. Si on a des grandes entreprises, par exemple une qui commence par un G, qui termine par un E, ces données qui sont acquises chez des agriculteurs qui sont propriétaires, en fait, de ce lieu-là, en fait, c'est des données qui vont être cumulées et qui vont être exploitées. Donc, à qui rend-on la donnée ? Donc, maintenant que j'ai brossé ce tableau un peu négatif, je vais donner l'autre pendant, c'est qu'il ne faut pas non plus jeter toutes les technologies numériques. Enfin, certaines peuvent quand même beaucoup aider à l'aide à la décision parce qu'elles peuvent permettre de caractériser un environnement qui permettent d'aider. En fait, on a parlé de cet arbre de décision. Bien, certaines technologies peuvent être intéressantes. Mais je dirais qu'à condition qu'elles aient été conçues dès le début avec un souci d'équité et un souci environnemental. C'est-à-dire que dès le moment de la conception, on s'intéresse à ces questions-là pour savoir si on va les prendre ou pas. Et donc en fait, je pense que plutôt que d'opposer la technologie, le numérique, c'est plutôt de se poser la question de quelle technologie on a besoin, de comment elle est conçue, à qui elle va servir et à quoi elle va être destinée, enfin à quelle question elle va répondre. Et rappelons-nous ce qu'on a dit il y a quelques dizaines de minutes, c'est qu'on doit promouvoir les processus cognitifs d'adaptation, d'observation. Donc ça, il ne faut pas que ça remplace, parce qu'on va avoir besoin des deux. Donc souvent, on oppose low-tech, high-tech, et certains ont introduit le terme plutôt de white-tech, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui sont prêtes tout de suite, maintenant, qu'on doit utiliser et qu'on ne va pas attendre celles qui vont arriver dans 10 ans et qu'on nous promet comme révolutionnaires et qui vont répondre à tout. Ça, c'est mon opinion. Merci. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste... Madame Lignot a parlé de l'importance de travailler tous ensemble dans une même direction, qu'il n'y ait pas des gens qui s'opposent, etc. Mais on ne peut pas éluder l'impact très important des choix politiques. Demain, par exemple, la Commission européenne va voter ou non la réintroduction du glyphosate pour 10 ans. Et le vote de la France sera extrêmement important. Et ce vote la réintroduction du glyphosate, c'est forcément un choix de modèle agricole particulier. Voilà, c'est pas une question. C'était juste pour dire que demain, il y a le vote. On peut quand même dire deux mots. Enfin, je pense qu'accompagner ces transitions, c'est les accompagner devant sa porte, là où on peut agir individuellement, mais aussi collectivement et aussi politiquement. Il faut tous les étages à la fusée pour qu'elle décolle. Merci. Pour rebondir en fait sur la problématique du glyphosate, en vérité, en assumant que des petites parcelles sont plus résilientes que de très grandes parcelles de monoculture, la question est comment est-ce qu'on reconquiert, refragmente, détricote la PAC, enfin détricote la structure agricole qu'on a créée justement depuis les années 60 pour reconquérir en fait le territoire agricole, le refragmenter en petits territoires et remettre plus de gens au travail agricole et donc bio, enfin scale down, quoi. Alors moi, je suis pas une spécialiste de la PAC, donc je vais botter en touche. Voilà, je vais pas dire de bêtises. Sinon que j'espère en fait c'est ce Green Deal en fait qui a été initié il y a quelque temps, qui avait vraiment de bonnes idées en fait derrière, mais qui a été un petit peu attaqué de tous bords parce qu'on disait si on va pas vers cette direction-là, on va affamer le monde en fait. L'Europe nourrit le monde en fait, et il faut qu'on continue à exporter, etc. Si on y regarde un petit peu plus près, déjà c'est pas tout à fait vrai que l'Europe nourrit le monde. On importe beaucoup aussi. C'est pas tout à fait vrai que en fait on a besoin d'exporter autant.
On peut tout à fait diminuer nos rendements à condition de changer nos modes alimentaires. On peut aussi peut-être se poser la question de doit-on exporter du blé dans des pays où en fait l'alimentation de base n'était peut-être pas le blé, où c'était peut-être d'autres d'autres plantes qui étaient cultivées. Donc voilà, je vais élégamment botter en touche en passant ce petit message que la diversification, on reprend, c'est des agriculteurs sur les territoires. Et donc de retravailler cette attractivité du métier, tout en ayant conscience que c'est difficile, que c'est un métier qui peut être pénible, donc il faut faciliter ce travail-là, et donc ne pas opposer le numérique, la mécanisation, c'est plutôt une question de degré, de bien choisir ce que l'on peut faire dans un endroit donné. Alors, juste pour une tentative de réponse, effectivement, on est quand même dans un monde où toutes les forces ne sont pas alignées, et où, au niveau de la profession agricole, les agriculteurs ressentent vraiment qu'il y a des injonctions contradictoires entre la demande écologique, des programmes d'encadrement, l'attribution des subventions, enfin tout n'est pas complètement aligné et c'est un vrai casse-tête et c'est compliqué. C'est très compliqué et je pense que même ça participe au mal-être de certains agriculteurs d'être au milieu de... Enfin voilà, c'est aussi ces phases de transition qui font que tout n'évolue pas à la même vitesse et qu'on n'est pas forcément tous alignés, c'est sûr. Et puis il y a le contexte mondial, il y a tout un tas de choses, c'est pas simple du tout. Par rapport à la question de la taille des parcelles, par exemple, en Bretagne, on n'est quand même pas trop mal. Hein. On n'est pas dans la Beauce ou en Champagne. Donc on a quelque chose à préserver, plutôt en Bretagne, à préserver ce paysage qui est marqué par le bocage. Et nous, moi je fais partie d'une équipe où il y a des conseillers agroforesterie, donc on travaille tous les jours à accompagner les agriculteurs qui veulent redynamiser et gérer de façon durable leur bocage. Et ça, c'est un atout important aussi par rapport au stockage de carbone, au cycle de l'eau, par rapport à la biodiversité, par rapport au microclimat atténué sur les parcelles. Donc là, on a un truc fort à défendre en Bretagne et à garder dans nos paysages. Je voudrais juste compléter par rapport à la PAC. C'est éminemment politique, évidemment, et qu'en France, le syndicat majoritaire FNSEA bloque vraiment toute discussion sur... c'est compliqué d'amener un changement tant qu'il y a un syndicat majoritaire à tel point. Donc nous, on est par exemple syndiqué à la Confédération paysanne. Donc je pense qu'aussi qu'il faut... Le rapport de force, c'est comme dans tous les secteurs, il est extrêmement défavorable au changement qui doit advenir pour répondre aux enjeux climatiques. Mais je pense que ça vient vraiment de l'engagement citoyen, de la lutte politique, et qu'il faut continuer jusqu'à ce qu'on y arrive. Merci, et ce sera le mot de la fin, puisque du coup notre conférence, notre table ronde arrive à sa fin. Merci beaucoup à toutes les trois, merci à vous. Voilà, on peut les applaudir.